bonsoir à toutes et à tous. Donc, heureux de vous retrouver pour ce nouveau live avec ce soir comme invité Jacques Bail qu'on connaît tous et qu'on ne présente plus. Donc, je pense que vous avez tous entendu et vu surtout ce que Jacques a mis sur Twitter, qui a un peu incendié et réchauffé l'atmosphère déjà bien chaude de Twitter. Donc bon, sans faire, comme je le disais avant, sans faire une épilogue trop long là-dessus, on va quand même faire un point sur la vente OM et notamment pour que Jacques nous dise encore une fois, même si on a tous entendu, je pense que malheureusement vous attendez quand même des explications, on va quand même vous demander d'expliquer ce qu'il a voulu dire dans ce tweet. Et donc je lui laisse la parole tout simplement pour qu'il puisse s'expliquer une énième et une dernière fois. Après, on passera à autre chose parce que je pense que la vente OM, c'est bien, mais il n'y a pas que. Jacques, Bonsoir à tous. Bon, mais évidemment, on va pouvoir en parler. Alors, peut-être pas une dernière fois parce que je fais des lives 3-4 par soir et on va un petit peu se calmer. Donc, effectivement, comme je l'ai dit, j'ai eu des informations. Sauf qu'après, il y a beaucoup de gens qui sont méchants pour nous dire ça, c'était pas la peine. Donc, je pensais, moi, j'en ai rien à foutre. Les gars, j'ai 56 ans, les réseaux sociaux, on m'explique comment ça marche, mais je veux dire, je suis pas là à chercher des abonnés en plus. J'en ai rien à faire. C'est vraiment le dernier de mes soucis. C'est des informations que j'ai eues, je voulais en parler. J'oublie pas qu'il y a un petit qui s'appelle, bon, moi je dis un petit parce que je sais qu'il est jeune, qui s'appelle Hichem et qui en parle depuis très longtemps de la vente OM. C'est un petit qui a donné des informations. Donc moi, j'en ai eu d'autres. Ce sont les miennes. Elles m'appartiennent. Donc voilà, aujourd'hui, quand on me dit est-ce que c'est fait, pas fait, je n'ai ni la date, je ne sais pas si ça va se faire, pas se faire, je ne sais absolument rien. Il ne faut pas s'inventer une vie. Il ne faut pas dire oui, ça va se faire au mois de mai, au mois de juin, on n'en sait rien. Enfin, moi, je n'en sais rien. Par contre, voilà. Est-ce qu'il existe des contacts réels? Oui, parce que j'ai eu des informations. Alors, on va te dire, ouais, mais tu as des preuves. Pardon, non, je n'ai pas des preuves écrites, je n'ai pas eu des dossiers. Non, c'est des gens que je connais depuis très longtemps, qui m'ont informé, qui m'ont dit, tu sais, il se passe ça, il se passe ça. J'ai vérifié avec une autre personne que je connaissais aussi depuis très longtemps, qui m'a confirmé les mêmes propos. Donc voilà où on en est. Maintenant, je n'ai jamais annoncé que la vente était faite, qu'elle va être faite dans une... Absolument rien. Ouais. Non, ben après, voilà, je pense que la seule chose qu'on peut ajouter par rapport à tout ça, c'est surtout qu'avant, il y avait quand même des personnes qui, comme on appelle les insiders, c'est pas forcément des gens qui ont pignon sur rue ou alors qu'on peut croire sur parole ou des choses comme ça. Le fait qu'il y ait des personnes un peu plus crédibles, même si j'enlève rien au côté insider qui parfois font du très bon travail et d'autres Mais bien autre sûr. chose. Mais là où on peut mettre l'accent, c'est surtout de savoir que des personnes qui ne cherchent pas, comme vous disiez tout à l'heure, de la notoriété, qui ne cherchaient pas à avoir des likes, des abonnés ou des choses comme ça, puissent dire des choses. Alors après, avec toutes les pincettes que tu y as mis, en disant, bon, je n'ai pas d'infos vérifiées par écrit ou choses comme ça, mais des infos qui viennent de personnes crédibles, que tu crois, Oui. qui sont, comme tu avais dit, pas du milieu du foot en elle-même, Pas toutes. mais voilà, donc il y a quand même quelque chose. Où est-ce que ça va aller? On ne sait pas encore, comme tu le dis, mais a priori, c'est quelque chose de concret par rapport à ce que d'autres disaient. Non, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Parce que ce que l'OM quand même dit avec force, il n'y a rien, il n'y a aucune négociation, il n'y a rien. A priori, voilà. Où est-ce qu'elles vont aller? Est-ce que ça va aboutir? Ça, c'est une autre question. Mais c'est, je sais que moi, j'étais proche d'un dossier du club de Troyes qui a été racheté par Manchester City. Et je Ouais. peux te dire que ça a été très, 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 très long, très laborieux pour que la vente puisse se finaliser. Alors, à Marseille, si ça se fait, parce que je n'en sais rien, je pense que parce que ça fait un moment qu'on en parlait, Ouais. enfin, pas moi, parce que moi, je Non, pensais non, que ça bien sûr. n'existait pas. Hein. Donc, il y a beaucoup de gens qui le disent depuis pratiquement un an. Et donc, des fois, C'est ça ça. saoule un peu, pas mal de gens. Oui. Et c'est ce qui m'a été reproché en disant, voilà, maintenant, ça se calmait, tu as remis de l'huile sur le feu. Moi, j'ai rien remis du tout, les gars. J'ai eu des infos. Je pensais utile de les mettre sur les réseaux sociaux pour dire, voilà, ce que j'ai entendu. Et je sais que ça intéresse pas mal de gens.
l'argent, moi le premier, parce que si on est racheté, eh ben, écoute, on risque d'avoir une très très belle équipe. Après, si on ne l'est pas, eh ben, il y a Macour qui est en train, je ne sais pas, de faire rentrer de l'argent, parce que dans tous les cas de figure, Hakim, il va falloir faire rentrer de l'argent. C'est pas possible autrement. Quand tu vois, on te parle d'un déficit de 130 millions d'euros, il faut racheter 10, 12, 15 joueurs, il va falloir de l'argent, obligatoirement. Et donc, les prêts, tu ne vas pas faire 15 prêts. On te parle des joueurs à 20, 25 millions, des Guendouzi, des Gerson, des Almala, ça en fait énormément. Il va falloir lever l'option d'achat de Lirola. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent à sortir. Alors, tout le monde se pose la question, d'où vient cet argent? Sachant que la saison dernière, tu étais en Champions League, tu n'as pas investi d'argent. Et cette année, tu as eu le Covid, tu n'as pas eu de droit télé, tu n'as pas de Champions League et tu investis autant d'argent. Donc, c'est vrai que tout le monde se pose des questions. Elles sont légitimes. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. On peut toujours se dire que finalement, Macourt a changé de plan, de fusil d'épaule, veut peut-être investir finalement plus. On ne sait pas. Pour l'instant, c'est vrai que c'est assez flou. On ne sait pas d'où ça vient. On parlerait d'une entrée au capital, etc. Bon, on peut spéculer sur plein de choses. Après, oui, là, je vois qu'on m'a dit que la limite était à 5 traits maximum. Oui, c'est vrai que sur une saison, normalement, on ne peut pas dépasser 5 traits dans un effectif. Donc, de toute façon, comme disait Jacques, si on a 11 ou 12 joueurs à recruter, sachant que sur les noms qui reviennent avec insistance, il y en a 3-4 à des montants qui sont somme toute assez imposants, ça va forcément cet argent il faut qu'il vienne quelque part. En plus du déficit structurel qu'il faut combler. Donc bon, je pense que l'un dans l'autre, il y a forcément anguille sous roche. Quoi. De toute façon, le dénouement il va être assez rapide, au moins sur la fin de la saison là. Après, on verra sur le début de saison par rapport à l'effectif qu'ils auront fait. Et justement, ça nous fait une transition parce que je pense que le côté vente, pour l'instant, on ne peut pas en dire beaucoup plus. Je ne sais pas si tu es d'accord avec nous, Jacques, mais voilà, je pense qu'on a plus ou moins tout dit sur ça. Oui, mais effectivement, on a tout dit, on en a parlé. Moi, j'en ai parlé à 50 euros prise. Donc après, voilà, est-ce que ça va se faire? Personne aujourd'hui. Il y a des gens qui sont mieux informés ou plus informés que moi, j'en sais rien. Hein. On a discuté l'autre soir sur un réseau avec l'avocat de Cannes qui, lui, était très, très bien informé. C'est monsieur Sofiane qui est très intéressant à discuter, qui lui a des informations qui vont dans le sens de la confirmation de la vente. On a Thibaut Vizerian, on a Alban aussi, un gars de FR3 qui lui aussi est venu dans le live et qui a annoncé effectivement que lui aussi il avait entendu qu'il se passait réellement quelque chose. Donc ça fait beaucoup de gens qui commencent à être un petit peu au courant. Mais moi ce que je veux dire c'est que les infos sont là. Mais demain, si ça ne se fait pas, j'y suis pour rien, moi. Il faut savoir ça. Maintenant, les infos, elles sont réelles, crédibles. Maintenant, ce n'est pas moi qui signe la vente. Hein. Non, ça c'est sûr. Donc bon, justement, on va quand même parler, je pense, de la saison déjà écoulée dans un premier temps et avoir ton analyse sur ce qui s'est passé sur le match, c'est-à-dire bon, bah, on a fait un début de saison qui n'était pas trop mauvais, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Et il y a eu un effondrement. Alors, je ne sais pas si on peut le lier au côté administratif, c'est-à-dire Jacques-Henri Hérault, qui a quand même fait pas mal de choses, on va dire, qui a mis un peu le bazar dans le club, tout simplement. Et derrière, il y a quand même eu, bon, alors, Larguet a fait ce qu'il a pu sur le moment, il a joué les pompiers de service. Et derrière, on a fini, on va dire, pas trop mal, qui peut donner des perspectives, pourquoi pas un peu plus intéressantes avec Georges Sampaoli. Je voulais avoir ton avis là-dessus, sur la saison et sur les différentes. Alors moi, déjà, la première des choses, je voudrais remercier Monsieur Larguet d'avoir pris l'équipe parce que ce n'était pas évident dans ces conditions. Moi, je l'ai vécu à plusieurs reprises. Quand tu arrives dans un club où il y a le feu, c'est très, très difficile à reposer tout le monde. Il a remis de la solidarité. Bon, malheureusement, le dernier match qu'il a fait, c'est Canet-en-Roussillon. Et ça a été une catastrophe. Mais monsieur Larguet, il n'a pas eu la chance d'avoir dans des matchs ce qu'a eu M. Sampaoli au niveau de la qualité des adversaires.
Il ne faut pas oublier que depuis que Sampaoli est là, si tu fais la liste, hormis Rennes où on marque à la 86e minute, tout le reste, c'est des petits clubs, que ce soit Nîmes, que ce soit Dijon, que ce soit Brest. On a eu le SCO d'Angers, Metz, on n'a eu que des petites écuries. Donc ça, il faut en prendre conscience, les gars. Hein. Donc moi, je veux aussi, je ne suis pas inquiet, mais je suis curieux de savoir ce qui va se passer la saison prochaine parce qu'on a un entraîneur qui est sans doute capable, il n'y a pas de problème, mais qui est beaucoup nerveux, qui est souvent exclu. Donc, j'ai besoin, moi, d'avoir un entraîneur posé, surtout quand tu as un défenseur central qui s'appelle Alvaro, où il faut quelqu'un qui te pose. Et là, bon, voilà. Donc, après, c'est sa façon de faire. On va voir tranquillement ce qui va se passer. Mais moi, je lui propose une chose, c'est de vraiment se calmer parce que déjà, si les arbitres ils te prennent à dos, c'est fini. Tu vas passer ta saison dans les tribunes. Ouais, c'est vrai que c'est dans son tempérament, dans son caractère un petit peu. Alors, à la fois compatible avec Marseille, parce que Marseille est bouillonnant, parce que Marseille est plein d'entrain, de vie, et c'est sanguin. Mais, à contrario, ça peut, comme tu dis, jouer des tours. C'est ce qu'on a vu, on voit la différence avec Larguet, qui était quelqu'un de plus posé, plus calme, et avec, comment dire, AVB avant, qui a quand même eu une période où il était très calme, très posé, où justement c'est là où finalement tout lui réussissait. Derrière, il y a eu des soucis, des problèmes de gestion d'effectifs, des problèmes de résultats tout simplement, qui ont fait qu'il a petit à petit sorti de sa ligne de conduite habituelle. Et on a vu que c'était beaucoup plus compliqué. Alors, est-ce que l'un explique l'autre ou est-ce que c'est juste une conséquence? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est compliqué à ce niveau-là. Mais AVB, ce dont je peux reprocher à Jacques-Henri Hérault, c'est de l'avoir laissé comme totalement abandonné devant la presse. Ce gars-là, il gérait tout. Dès qu'il y avait un problème, c'était AVB. Il a tout géré, cet homme. Il était tout seul. Il était dans le désert. Jamais les peu de sorties qu'a fait Jacques-Henri Hérault, c'était pour nous dire des bêtises plus grosses les unes que les autres. Le FIFA, où il fallait marquer le but de l'extérieur, ça comptait double. Les trucs avec les supporters. Il a fait du grand n'importe quoi. Il voulait plus de Marseillais dans le club. Il a fait des licenciements au sein du club, des gens qui étaient là depuis très longtemps. Il voulait des gens de l'extérieur de Marseille, donner une autre identité. Monsieur Hérault, il a fait tout faux. Mais alors, Ouais. tout faux. Alors, on ne va pas lui reprocher d'être un débutant. Il débute dans le football. Pas de problème. Ouais. Mais quand même, il fallait quand même prendre conscience. Moi, personnellement, combien de fois j'ai dit à l'antenne, quand tu arrives et que tu es nommé président de l'Olympique de Marseille, le numéro 1 appelé, il s'appelle Bernard Tapie. Après, à l'époque, appelle Diouf, appelle Roland Courbis, tu veux pas appeler, appelle José Anigo, appelle des gens qui sont venus à l'Olympique de Marseille et qui puissent t'expliquer, déjà te faire gagner du temps en disant attention, si chacun il te donne 5 idées et tu as téléphoné à 5 personnes, ça fait 25 idées. Et si sur les 25, eh ben, tu en gardes 7 ou 8, ça te fait gagner du temps. Mais lui, il a voulu tout reconstruire tout seul avec sa méthode de travail qui n'a rien à voir avec la méthode de l'Olympique de Marseille. On est des sanguins, ok, mais quand même, quand on nous explique les choses correctement, d'habitude, on les comprend. Voilà. Mais lui, il a fait tout faux de A à Z. Et ça, c'est très rare. Oui, enfin, oui, c'est vrai que c'est très rare parce que même les moins bons présidents de Ligue 1 ont toujours essayé de prendre en considération les supporters, chose que Jacques-Henri Roy a voulu faire. Ils savent malgré tout qu'il faut s'appuyer sur des personnes du cru, du club, anciennement du club, à part Basile qui a eu un rôle d'ambassadeur, mais qui a voilà, été quand même très très. On ne le voyait pas forcément quand même. Il n'a pas voulu s'appuyer sur des vraies personnes du club. Donc forcément, il repart avec de zéro total. Mais le pire, c'est qu'il disait à tout le monde qu'il savait ce qu'il faisait. Et il a quand même Ouais. cramé plus de 200 millions d'euros dans des transferts. 200 millions d'euros, c'est une manne astronomique. On l'aurait donné à Longoria, peut-être que ça aurait changé les choses. Tout Maintenant, à bon, fait. avec des filles, on fait un monde. Donc, pour mettre les choses en perspective, on se dit que là, justement, le mercato qui se présente, comme tu disais tout à l'heure, il y a des montants qui sont annoncés, qui quand même sont d'ampleur, en tout cas pour des clubs comme Marseille. Parce que le truc, c'est qu'on n'a plus l'habitude de parler de joueurs de 30 millions. Alors, le seul joueur à 30 millions d'euros à l'époque, c'est Payet.
Bon, à tort ou à raison, en tout cas, voilà, c'était le seul. Il y a eu Strootman qui était à plus de 20 millions, mais là, actuellement, quasiment tous les joueurs, et en plus, avec le nombre de joueurs qu'on entend, on pourrait faire 3 équipes, je pense, à Marseille. Donc, je ne sais pas si c'est toi qui es plus du milieu, on va dire, et qui a quand même eu une expérience significative au sein d'un club professionnel. Je ne sais pas si c'est les agents qui mettent en avant, ou bien si c'est Marseille qui réellement touche vraiment dans un panel très large pour pouvoir avoir plusieurs choix. Je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à leur gestion de mercato ou alors au nom qui sort. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu es entraîneur, enfin, nous, c'est comme ça qu'on travaillait, tu fais des bulles et tu mets à chaque poste et tu mets tes choix numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 dans chaque poste. Ouais. Parce que les gens, ils ne comprennent pas et ils disent ouais, Sampaoli, il va choisir son équipe. Non, Sampaoli, c'est pas lui le décideur, c'est pas lui le payeur. C'est-à-dire que lui, il va dire, par exemple, il me faut un latéral droit, j'aimerais bien celui-là, celui-là ou celui-là. Et le président, il va voir ce qui est avec quoi il est en capacité de prendre, parce que il faut qu'il fasse son équilibre financier, c'est lui qui gère tout ça. Donc après, évidemment, il y a tellement de postes à pourvoir que le nombre de joueurs, tu vas en entendre et en entendre, et après, ça ne va pas se faire parce qu'il faut que le club il soit d'accord, que l'Olympique de Marseille soit d'accord, que les agents ils soient d'accord, que le joueur il soit d'accord. Donc après, voilà, il y a plein de choses. C'est très difficile les joueurs qui puissent signer. Moi, j'ai vu des joueurs dans le couloir, ça ne s'est pas fait. Alors qu'ils montaient au bureau du président. Donc, tant que ce n'est pas signé, ce n'est pas signé. C'est comme ça. Et depuis la nuit Ouais, des temps, et ça continuera comme ça. bien sûr. Après, c'est vrai que de toute façon, les retournements de situation dans le foot sont monnaie courante. Donc après, comme tu dis, tant que c'est pas signé, même des fois, on l'a vu avec Tovin, même quand c'est signé, parfois, il peut y avoir un retournement de situation et quelque chose qui vient Bien sûr, de l'autre. bien sûr. Donc rien n'est acté. Là, je sais pas, par rapport aux noms qui sortent, si tu dégagerais une tendance sur une- l'équipe que ce qui se dessine, que voudrait dessiner Sampaoli et Longoria, parce que comme tu dis, il n'est pas tout seul à dessiner l'équipe, mais pour l'instant, on entend beaucoup plus de joueurs milieu offensif que défensif, sachant qu'Irola n'a toujours pas signé, sachant que derrière, on risque de perdre Camara, voire Kaka, Hum. ça fait quand même un certain déséquilibre, en tout cas au niveau des noms. Donc je ne sais pas ce que tu en penses, ce que tu vois. Est-ce qu'ils vont s'appuyer sur le centre de formation ou est-ce que, étant donné que le mercato est encore long, est-ce que ça va plus être voilà, pour axé sur ce profil de joueur, après on va passer sur d'autres profils. Ben, dans le centre de formation, tu as aujourd'hui, moi je les suis, les petits, ils étaient derniers. Les 19, ils étaient derniers. Donc, il n'y a pas beaucoup de joueurs au centre de formation qui sont en capacité d'intégrer l'équipe professionnelle, tout au moins en tant que titulaire. En tant que 16-17e, oui, pourquoi pas, à l'entraînement, et si tu as des blessés, des suspendus, que le petit puisse faire 15-20 minutes en fin de match, oui. Mais ces joueurs-là, ils n'ont pas la capacité d'être dans les 12, 13 ou 14 titulaires olympiques de Marseille. Donc, il va falloir recruter et recruter énormément. Mais pour pouvoir, tu sais, c'est comme quand tu as un magasin, quand tu achètes bien, tu vends bien. C'est-à-dire que demain, si tu as un magasin de légumes et que tu achètes bien les pommes, des oranges, que tu achètes pas cher, ça sera facile à vendre parce que tu les auras achetés pas cher. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est que savoir déjà vendre nos joueurs correctement, ça sera déjà avec une manne financière importante et là, ça sera totalement différent. Donc nous, on va devoir vendre bien nos joueurs et surtout bien acheter. Voilà. Parce que si tu achètes bien dans les années futures, comme je te disais, tu vas pouvoir faire. Nous, notre problème, c'est qu'on n'a eu aucun retour sur investissement. Je vais te donner, Ouais. par exemple, Adil Rami, Dimitri Payet, Steph Mandanda, Strootman, Benedetto, tous ces joueurs que tu as achetés une certaine somme, une grosse somme d'argent, et que tu vas en tirer pratiquement zéro. Donc, ces sommes-là, tu ne peux pas continuer à perdre 200, 300 millions d'euros sur 3 ans. Ce n'est pas possible. En plus, il y a eu tout le reste. Donc, il va falloir prendre des joueurs avec des âges un peu plus bas, c'est-à-dire 24, 25, avec un potentiel. Alors, des prêts, ça sera intéressant aussi parce qu'il ne faut pas oublier que
Il n'y a pas que nous qu'on est embêtés cette année avec le Covid. Il y a des clubs qui ont 40 ou 50 joueurs qui vont être obligés de dégraisser. Et nous, on va pouvoir en profiter. Donc, il ne faut pas se presser. Cette année, ça va être un mercato. Tous les clubs, ça Ouais. va bouger partout. Hein. Vraiment. Mm. Donc, moi, là-dessus, par contre, je fais confiance à Longoria. Je le trouve pas mal du tout. Parce que n'oublions pas ce qu'il a fait avec Strootman. Tu sais, ça a coûté quand même le poste à Zubizarreta. Zubizarreta, il Ouais. n'a pas su vendre les joueurs. C'est ce qu'on lui avait demandé, d'alléger la masse salariale et de vendre les joueurs. Il n'a pas su le faire, ça lui a coûté son poste. Donc voilà, la priorité, c'est d'alléger la masse salariale. Alors, bon, on me dit que Germain, il avait 300 000 euros, 350 000 euros, mais s'il arrive Guendouzi, il ne va pas gagner 100 000 euros, Guendouzi. Hein. Ah, c'est Donc, ça. il y a plein de choses où je m'interroge, mais je te dis, je ne suis pas inquiet, je suis curieux, Non, je me pose beaucoup de questions et j'attends qu'on me réponde. Voilà, moi aussi, mais j'en ai des questions, hein, franchement, j'en ai beaucoup, mais on va voir. oui, bien sûr, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure aussi. C'est vrai que les questions, on peut facilement les trouver, sachant que, comme tu dis, si on veut faire, c'est une sorte de trading, on va le dire, enfin, avec les bons termes. Si on veut pouvoir acheter, mais pouvoir finalement un jour revendre pour qu'il y ait quand même un retour sur investissement, ce qui m'étonne le plus, c'est les sommes annoncées, par exemple, pour Gerson, c'est autour de 30 millions. On ne va pas spéculer, 25 plus 5, etc. Plus les pourcentages à la revente. Alors, les pourcentages à la revente, j'ai l'impression qu'on est souvent les damons de la farce, parce qu'on a toujours ça. On a acheté Mitroglou le dernier jour du mercato, on avait que la moitié en plus dessus. Mais Ouais. j'arrive pas à me dire, c'est comment on fait pour acheter un joueur 30 et pouvoir espérer faire une but avec en plus un pourcentage à la revente. Encore, il n'y aurait pas de pourcentage. Je dis, si on vend 35, 36, et 5 ou 6 qui seront dans notre poche. Et avec le fameux amortissement, s'il reste 2-3 ans, c'est beaucoup plus. Mais si il y a 20 ou 25% d'intéressement à la revente, ça fait pas mal d'argent. Donc c'est pour ça que je me pose des questions un peu à l'image de ce que tu disais tout à l'heure. Il y a quand même des choses où on sent qu'il y a du mieux, ne serait-ce que Longoria, qui sait où il va, contrairement à Zubizarreta qui avait du mal. La seule bonne affaire, la seule bonne chose qu'il a fait, on va dire, c'est Rongier, mais Rongier aujourd'hui, il ne vaut pas le prix qu'il a été acheté au jour Non. d'aujourd'hui. Et on se dit, donc Longoria, ok, et est-ce que derrière, on ne sera pas encore par CRM pris pour des jambons, pris pour, voilà, pour un peu les dindons de la farce. Oui, il va falloir attendre. Je te dis, on ne faut pas douter des capacités de Longoria, mais on se doit d'être là attentif de ce qui va se passer. Parce que même si on ne doute pas de ses compétences, il y a quand même un sacré chantier. Hein. Ah oui. C'est du jamais vu hein, de faire ça. Alors, il est bon, oui, mais c'est quand même un jeune monsieur. Il a fait beaucoup de clubs. Moi, je me dis, oui, il est très bon, ok, mais ils ne l'ont pas gardé ailleurs. Et pourquoi? Donc, voilà, je veux voir ce qu'il va me faire. Mm. Mais, mais c'est un monsieur que j'aime beaucoup parce que je le sens impliqué. Mm. C'est un bosseur. C'est ça. Voilà, c'est pour ça que je te dis, j'ai envie de le voir bosser. On ne peut pas critiquer avant de voir ce qu'il a fait. C'est pas possible. Mais quand Non, bien même, sûr. on se dit, il y a un sacré boulot. Et j'espère et je souhaite de tout cœur qu'il ne soit pas tout seul à gérer tout ça. Parce que tu sais, l'expression trop pour un seul homme, là, c'est C'est trop ça. pour un seul homme. Si tu peux pas être négociateur, vendeur, acheteur, contrôleur, pour la prolongation d'un, de l'autre, les prêts, c'est pas possible. Donc, il a vraiment du boulot. Et donc, à voir. Franchement, je suis curieux. Ben, c'est ça. Et c'est vrai que là, le chantier, ouais, il est assez colossal. D'autant plus que là, pour l'instant, on n'a pas toutes les données. Parce qu'on parle de joueurs qui vont recruter, mais on ne sait pas qui va partir encore. On sait ceux qui sont en fin de contrat et ceux qui sont prévus de partir. Mais si on garde, et ça, c'est toute l'histoire, Milik, peut-être qu'on pourra se dire, il y a déjà un point en moins, parce que le numéro 9 à Marseille, c'est un vieux mère, hein, on n'arrive jamais à en avoir un qui vaut le coup. Là, on a créé, je ne vais pas dire la perle rare, mais en tout cas quelque chose, quelqu'un qui tient la baraque, qui fait le boulot, qui fait ce qu'il a à faire. Si on est amené à le perdre aussi, hein, il faudra encore mettre de l'argent sur un 9, et un 9, ça ne vaut pas 20, 25 millions, un 9 de ce niveau-là, je s'entends.
Donc là, c'est vrai qu'il y a des Ah oui, là, choses. c'est sûr, c'est sûr. Mais tu sais, quand tu pars aujourd'hui, tu vas avoir Mandanda qui va être là, ok. Sur le côté droit, Sakai est parti. Après, Alvaro, il est prolongé, pas de souci. Oui, Kaletakar, tu vas pas le garder, ça m'étonnerait. Amavi a Moura, prolongé, lui c'est bon. Après, Lirola, c'est pas encore fait, on va voir. on ne sait pas. Camara, je pense pas que tu puisses le garder. Et Non, c'est vrai. il va être vendu. Tu vas garder Pape Gay et Rongier, en principe. Voilà, Tovin est déjà parti. Johan Pelé est déjà parti. Valère Germain est déjà parti. Benedetto va partir. Tu vas avoir le retour de Radonjic et de Strootman qu'il va falloir gérer. Parce que Strootman, ça m'étonnerait que le club italien prenne en charge son salaire. alors, Alors on te a dit, priori, oui, on prend la moitié. Mais c'est 300 000 euros quand même. C'est le non, non, mais salaire de Valère Germain où on était en train de se mettre la main sur la tête en disant Valère Germain il gagne 300 000 euros. Mais c'est la moitié c'est du ça. salaire de Strootman. Mais tu te rends compte, tu peux faire un bon joueur, sachant que Guendouzi gagne 400 et tu as 300 de Strootman. Donc tout ça, c'est la machine, quand tu fais la calculette, tu fais C'est les plus, ça. ça va vite. Hein. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que là, je suis quand même assez dubitatif en me disant, bon, le mercato, il va être quand même juge de paix sur ce que Longoria va pouvoir, parce que c'est vrai qu'il va être jugé. Mais à un moment Ouais. donné, il faut aussi se rendre compte du chantier titanesque qui l'attend. Parce qu'il va être jugé, oui, sur certaines choses qu'il pourra faire, parce qu'il va les avoir bien fait, mais il aurait 4-5 joueurs à récupérer. On peut se dire que l'un dans l'autre, en bidouillant pour un ou deux et en cassant en sortant le chéquier pour les deux, trois autres, ça pourrait le faire. Mais là, sur 11 joueurs, on ne peut pas mettre ne serait-ce que 10 ou 15 millions sur 10 joueurs. Ça fait 105 millions sur un mercato, c'est du jamais vu. Et Ouais. à part Paris en France, je ne vois pas quel club en France pourrait mettre ces sommes-là, plus de 100 millions, un seul mercato. Donc là, euh, moi, pour moi, je me dis, comme ce que tu as dit tout à l'heure, on attend pour voir. Mais ça arrive. Après, je me dis, Sampaoli via Marseille, sans aucune garantie, je ne suis pas certain. Donc c'est pour ça que je me dis, est-ce que ça ne rejoint pas ce qu'on disait tout à l'heure, même si on avait dit qu'on n'en parlerait plus, mais est-ce que ça ne rejoindrait pas l'idée qui est quand même en ligne sur roche par rapport à une vente ou par rapport à une entrée à l'hôpital pour pouvoir faire grossir un petit peu la mariée pour la vendre plus tard, je sais pas. Donc, voilà, des questions, comme tu dis, qui restent en suspens. Oui, mais Mais c'est obligatoirement, c'est obligé. Tout le monde se les pose les questions. C'est pas qu'on se croit intelligent, Hakim, mais c'est qu'on essaie d'être réaliste. Et aujourd'hui, même si on est allé à l'école au mois de juillet, au mois d'août, on prend une calculette sur le téléphone et on voit les chiffres qui sont annoncés et on se dit, mais il va les trouver où? c'est ça. C'est un déficit de 130 millions, c'est pas rien. Quand tu as un déficit, il faut que tu en fasses sous séquestre 130 millions. Hein. C'est pas de dire C'est oui, ça. mais je vais avoir ça qui va rentrer, Non, non, après je vais vendre ça. Non, 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 non. Vous avez 130 de déficit, mettez-moi en face de la ligne 130 sans millions de plan. déficit. 130 Voilà, millions d'argent. Voilà. Donc déjà, il va falloir qu'il trouve. L'année passée, il a fait un prêt pour pouvoir combler le déficit de la saison dernière. Il l'a fait, pas de souci. oui, pas de Mais ça problème. n'a pas été facile la saison dernière. Non, Aujourd'hui, tu n'as pas de campagne d'abonnement par rapport à la situation sanitaire, où tu ne sais pas combien tu vas pouvoir vendre de campagne d'abonnement. On est dans le flou total. c'est ça. C'est terrible. Donc, moi, je me dis, comment il est possible que l'Olympique de Marseille continue sans un investisseur, alors qu'il vienne à 30%, 80%, à 70%, j'en sais Oui, rien, mais il va falloir après, quelqu'un qui mène de l'argent. avec les C'est pas reins possible autrement. c'est ça, avec les reins solides, parce que on voit bien rien que l'Inter de Milan. L'Inter de Milan cette année, où ils vont être obligés de vendre alors qu'ils ont gagné le championnat, qu'ils avaient de l'argent, vraiment des reins solides à l'origine. Et là, on voit que le groupe chinois, c'est pour ça que Conte est parti, parce que justement, ils sont en attente de pouvoir vendre, dégraisser. Donc ça veut dire l'effectif va repartir sur d'autres bases et tout ça. Donc on se dit vraiment, même l'Inter de Milan, qui est avec un groupe chinois qui a beaucoup d'argent, n'arrive pas forcément à garder un effectif aussi stable et aussi de haut niveau. Comment l'OM, avec un déficit structurel énorme, parce qu'on ne peut pas dire autrement, comme tu dis déjà l'année dernière, il a fallu qu'il comble, en espérant peut-être cette année faire rentrer de l'argent, mais le problème c'est que le Covid est passé par là,
c'est que la campagne européenne a été désastreuse, c'est que le championnat, bah, on n'a pas atteint les objectifs qu'on s'était fixés, et donc les rentrées d'argent, bah, elles ne sont pas au beau fixe. Donc encore une fois, est-ce qu'il va falloir vendre pour combler le trou? Je me dis, ok, peut-être, mais ça comblera même pas le trou. Et en plus, il y a le mercato à envisager. Encore une fois, comme tu dis, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour dire que bah il y a quelque chose qui va pas au niveau des Yeah, chiffres. oui, bien sûr. Il y a un Donc déséquilibre. c'est pour ça qu'après je me dis, voilà, c'est la seule chose qui me fait être dubitatif en me disant, est-ce que les noms qu'on entend, c'est juste de nos yeux et qu'on va repartir sur des joueurs qui malheureusement vont pas permettre à l'OM de passer un palier et de grandir, et encore une énième saison galère de transition, ou est-ce que réellement il y a quelque chose qui va dessiner, qui va faire qu'on va pouvoir avoir un effectif correct, voire au-dessus de la moyenne pour accrocher les accessibles. Voilà, donc après ça, malheureusement, on Il est va falloir tributaire. attendre. Mm. Voilà, donc après, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'aimerais bien que tu nous parles un peu pour égayer un petit peu tout ça, de ton passé avec à l'époque Roland Courbis et voir un peu comment toi et Roland, entre autres, vous structuriez votre travail, votre façon de faire, et en plus, si tu as des anecdotes, des petites choses à nous livrer aujourd'hui sur cette époque. Ben moi, quand Roland a commencé à l'OM, j'ai commencé à être derrière lui. Parce que Roland, c'est mon voisin. Donc, j'ai 56 ans, je l'ai connu, j'avais 8 ans. Donc, c'est pas dire. Hein. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très, très proche dans notre famille, avec ma mère, avec ma fille, avec ma femme, dans notre famille. C'est quelqu'un qui on est très proche. On a fait beaucoup, beaucoup de choses ensemble. Et on avait décidé de faire un parcours ensemble dans le boulot. Après, je suis parti avec lui au Niger. Je suis parti avec lui en Suisse, en Algérie, à Rennes, à Montpellier. Donc voilà, on a fait pas mal de pays. Mais c'est vrai que c'est difficile de retenir quoi. Oui, de retenir la plus belle chose. Ça va être, même si le match de Marseille-Montpellier 5-4, ça reste quand même un truc J'étais au stade. énorme. J'étais au stade. C'est quelque chose d'énorme. Mais quand on a gagné la finale en Algérie contre le Mouloudia, devant ça. Oh, pardon. Non, pas grave. Excusez-moi. Hop. Voilà, j'ai fait tomber le téléphone, j'ai mis la main. C'est pas grave. On a gagné la Coupe d'Algérie devant 102 000 personnes au 5 juillet. Je peux te C'est dire beau. que c'est. Et 15 jours après, on a gagné la Coupe arabe, qui D'accord. équivaut, comme tu dirais, l'Europa League. Ouais. Donc, tout ça dans la même année, c'est des émotions énormes. Et tu connais, quand on parle de ferveur, Oui. Ah oui, non, mais en Algérie, c'est la Méditerranée, Isma ouais. Mouloudia, la finale, je peux te dire que c'était dur. Hein. Donc voilà, c'est des Ah oui, anecdotes, c'est sûr que c'est des moments inoubliables dans ta vie. Ça. Inoubliables. ça, je doute bien, forcément. C'est surtout, déjà, travailler avec quelqu'un qu'on a apprécié en étant minot, déjà d'une, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. En plus, dans le métier passion qu'on aime, déjà rien que ça part sur de bonnes bases, on va dire. Mais oui. Donc, Après, tu sais, c'est difficile d'être derrière Roland parce que il faut aussi. Le boss, c'est lui. Hein. oui, bien Quand sûr. tu es adjoint, le boss, c'est le patron, c'est Roland. Et en plus, bon, il a la personnalité qui va avec. Hein, Roland, c'est monsieur du football. Moi, ce que je voudrais retenir surtout, c'est que les gens, ils ont l'impression que c'est un gars, c'est un meneur d'hommes. Oui, c'est sûr que les causeries, quand tu as fait une causerie avec Roland Courbis, c'est sûr que c'est un motivateur, tout ce que tu veux. Mais c'est un technicien hors pair. Euh, Roland, il est tactiquement, il est pointu de chez pointu. Je vais te donner une anecdote. Quand il y avait, nous, on était à Montpellier. D'accord. Match d'ouverture, Olympique Marseille fait 3-3 à Bastia. Nous, on avait fait, je ne me rappelle plus ce qu'on avait fait le premier match, et on vient, donc c'était le premier match de l'OM au Vélodrome, 62 000 personnes, archi comble,
Et nous, on vient avec Montpellier. Moi, je rentre sur le terrain avec Morgan Sanson, qui était à l'époque à Montpellier. Le petit me dit, Jaco, qu'est-ce que c'est? Ben, j'ai dit, c'est l'arène. Tu es dans une arène, là. C'est terrible ce qui se passe. Ça te va dans le ventre. Et moi, qui suis quand même si j'étais à Montpellier, c'est mon club de cœur. Moi, depuis l'âge de 5 ans, je vais au stade avec ma mère. Hein. Donc, tu viens en tant que, pas ennemi, tu es un adversaire. Et il y a Bielsa à l'époque. Mais Roland, il avait tout analysé. Que Mandanda faisait des relances courtes dans l'axe. Donc, il dit à Stambouli, dès que Mandanda il a le ballon, à partir du moment où il met le pied, qui va dans l'axe, tu vas sauter sur le 6, tu vas récupérer. Et au bout d'une minute et demie, Benjamin Stambouli récupère le ballon et il tape sur le poteau. Mais au bout d'une minute et demie, on aurait pu déjà marquer un but. On gagne ce match-là contre Bielsa, avec Bielsa à l'Olympique de Marseille. Et on les gagne au retour aussi, avec une équipe de jeunes. On avait le petit Cabella, Stambouli, Martin, Dabo. C'était des jeunes joueurs de Al-Kautari. Ils avaient gagné la Gambardella il y a 3 ans. Donc, il y avait l'OM avec des Gignac et compagnie. Donc, c'était quand même la grosse écurie. Et on est arrivé. Donc, Roland a fait quand même un travail énorme. Alors, on parle toujours de la tactique de Bielsa. Mais bon, Roland, sur ce truc-là, il a été, des 2 matchs, il a été supérieur. Mais de toute façon, c'est vrai que avec le recul, le temps, des fois, qui aide pas toujours à se rappeler de ce que certaines personnes ont fait. Justement, tu parlais tout à l'heure du 5-4 à Marseille contre Montpellier, justement. On ne se rend pas compte de la teneur de ce que ça a pu apporter, parce que je ne suis pas sûr, en toute honnêteté, que si un entraîneur ne croit pas à ce moment-là, ou Bien en tout sûr. cas qu'il fasse pas le lien avec les joueurs, en faisant croire, même si lui au fond du cœur il n'y croit peut-être pas, mais en tout cas qu'il faire croire aux joueurs que c'est possible. Je suis pas certain que les joueurs rentrent en se disant bon, on va tout faire, on va s'arracher pour pouvoir le gagner ce match. Je pense que la plupart des joueurs diraient bon bah c'est mort, hein, on va juste essayer de limiter la casse. Mais non, il y a quand même quelque chose, il y a quand même... et ça c'est vrai que peu d'entraîneurs ont cette ferveur en eux qui permet de transcender certains joueurs. Ouais, c'est un Et là, fédérateur, c'est sûr. c'est ça. Et donc là, c'est vraiment certains matchs, comme vous dites, bah, qui présentent vraiment la façon dont on peut percevoir cet entraîneur. Et là, je sais que, bon, après, c'est vrai que sur certaines carrières, malheureusement, on lui a plus fait jouer les pompiers de service. Et jouer les pompiers de service, c'est pas quelque chose de facile. C'est plutôt compliqué parce que si on n'y arrive pas, bah voilà, on y va. Et si on y arrive, bah c'est juste, on a été le pompier de service l'année d'après, on n'est pas sûr de repartir. C'est ça qui est compliqué sur ces dernières saisons. Ouais, mais il a toujours réussi, hormis à Caen. Moi, je ne suis pas allé à Caen, hein. Mais on est allé à Rennes, on a fait le job. On est allé à Montpellier 2 fois. On a fait le job. Hein, on les a sauvés du national. Ils allaient descendre directement. Ils étaient en Ligue 2, ils allaient descendre national. Donc, ils ont été sauvés du national. Ils sont restés en Ligue 2. Il y avait peut-être 20 ou 25 personnes qui pourraient être licenciées au club. Après, l'année suivante, on finit 10e, puis l'année d'après 7e, puis à la remontée. Donc voilà, il a fait, je crois que on avait compté, je crois que c'est 87% de ses objectifs atteints. Parce que quand tu es entraîneur à Ajaccio, on ne te demande pas d'être champion de France. Hein. Tu vois, voilà, donc il s'est maintenu 2 ans ou 3 ans avec Ajaccio. Mais c'est un miracle. Il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de trucs de récupération, il n'y a pas de staff médical vraiment. C'est une petite équipe. Donc ça, ce sont des exploits. C'est des exploits qu'il a réalisés. Après, personne n'est parfait, moi le premier. Mais je pense qu'on ne lui a pas fait de cadeau, franchement. Parce que quand tu vois les joueurs qu'il y avait à l'Olympique de Marseille à l'époque, des Laurent Blanc, qui était à Barcelone, qui ne jouait pas, Dugarry, qui était à Barcelone, qui ne jouait pas, qui l'a fait revenir, Ravanelli, Pires, Dalmat, Luxin, Blondeau, Éric Roy, mais il avait fait Daniel Bravo, mais tu te rends compte l'équipe que l'on avait. Aujourd'hui, les gens ils s'enflamment quand ils voient arriver un joueur Benedetto qui ma foi, moi Benedetto, j'ai pas vu donc on avait quand même un effectif énorme. Voilà. Et après, il y a eu des erreurs de fait, mais bien sûr qu'il y a eu des erreurs. Tous les entraîneurs font des erreurs. Mais si tu prends 10 joueurs, que tu te trompes sur 2, c'est pas grave.
Mais les gens, ils Dommage. retiennent les deux, tu vois. C'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. On va retenir malheureusement les petites choses qui n'ont pas été à sa faveur, mais en oubliant tout ce qu'il a pu apporter, tout ça. Voilà. Alors c'est vrai que les Marseillais vont peut-être lui reprocher le titre avec Bordeaux, quoi. Donc Mais ils ont à reproché, l'époque, c'est quand même un vol manifeste ce truc. Hein. ah, ça on est Heureusement que d'accord. c'est pas lui qui est de l'autre côté, hein, parce que le C'est match, ça. excusez-moi les gars, hein, Faïdounou qui met un but de 500 mètres et Lama il met autant de temps que moi pour se coucher Ah, pour ça on est attraper le d'accord. ballon. Donc il faut arrêter les conneries. Quand on voit le match de Parme dans la Coupe d'Europe, on a vu ils étaient shootés complètement les joueurs. Il y a eu des images. Mm. C'est un scandale, ça. Là, je ne comprends pas que l'UEFA n'aurait pas levé le titre. On les voit se piquer sur les images, les mecs. C'est terrible, des Non, choses mais pareilles. ça aurait été encore une fois sans s'auto-flageller, ça aurait été Marseille qui aurait été Oh mon Dieu. dans la même situation. Je pense que là, les gros titres auraient été européens, enfin en tout cas en France, parce qu'en France on aime bien taper sur un. Donc, ça aurait été beaucoup plus compliqué et ça aurait fait les gros titres. Maintenant, bon, c'est comme ça. Le passé, on ne le refera pas, mais en tout cas, on peut au moins se dire que, en tout cas, pour parler du coach Courbis, que son travail, lui, malgré tout, même si on retient des fois malheureusement le mauvais côté, les moins bonnes choses, je pense que si on devait lui rendre hommage, ce serait dire que de toute façon, comme tu dis, ses objectifs ont quasiment toujours été atteints Hein. et d'une belle façon. Parce que la Coupe d'Europe, aller en finale, c'est pas donné à tout le monde. En France, malheureusement, les clubs qui vont en finale, il n'y en a pas énormément, à part 3 clubs en France qui ont été en finale. Marseille, c'est celle qui a été le plus souvent. Et de la façon dont ils l'ont perdu, ça a été compliqué, c'est vrai pour le problème, mais bon. En tout cas, toujours est-il qu'on peut se dire qu'il a fait une carrière plus qu'honorable au sein de l'Olympique de Marseille et ailleurs, et on peut y associer en tout cas avec envie, avec passion même pour nous aussi. Oui, c'est sûr que la passion, elle t'anime. Ce sport, il te rend dingue. Hein. C'est terrible. Et aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'avoir encore des relations avec pas mal de joueurs. Et ça, c'est appréciable. Mais c'est vrai que c'est passionnant, ce sport. Tu te dis, mais ça rend dingue les gens. Mais c'est vrai, parce que c'est porteur, c'est fédérateur. Tu n'as jamais gagné, tu n'as jamais perdu. Tu te Mm. rends compte que nous, l'OM, on est capable de marquer un but après le coup de sifflet final. Ah, mais C'est c'est du ça. jamais vu, ça. C'est terrible. Donc voilà, c'est un sport spécial. C'est vrai que nous, on est à la fois dans le sport spécial et en plus dans le club peut-être le plus spécial de France, on va dire. Euh, Ah, c'est terrible. ça, après, ce que je voudrais aussi te demander, c'est aujourd'hui, entre guillemets, il y a une sorte de reconversion dans les médias de ta part. Comment tu vis la chose et comment tu vois, enfin, comment tu analyses, on va dire, ton nouveau travail, entre guillemets, parce que pas tout à fait la même chose entre Non. être sur le terrain, même si c'était pas vraiment sur le terrain, et être de l'autre côté de la caméra. Comment tu analyses, comment tu vois les choses? Mais écoute, j'y ai commencé à France Bleu Provence avec Tony Cellier, qui était la voix de l'OM à l'époque. Et après, Maritima a décidé de faire les matchs, alors qu'il ne les faisait pas. Donc, j'ai rencontré le patron de Maritima avec Margali et Karim Attab, et qui avait demandé si je pouvais rejoindre l'équipe. Et donc, on a commencé la retransmission des matchs. Mais c'est vrai que je vis des moments passionnants parce que j'ai la chance d'être. Karim, c'est pas mon ami, c'est mon frère. Karim, on s'appelle tous les jours. Je l'appelais il y a encore tout à l'heure, là, avant que je prenne l'antenne, j'étais avec lui. On va marcher ensemble, on mange ensemble. L'été, on est tout le temps ensemble, on va faire des parties de boules. Et quand tu fais les voyages que l'on fait, il faut que tu sois vraiment très proche parce qu'il y a une proximité. Tu vis vraiment ensemble, tu es dans le même hôtel, tu déjeunes ensemble, tu bouffes ensemble, tu as l'antenne ensemble. Et quand tu t'es tapé 7 heures de voiture, nous, on ne s'arrête pas de parler. Mais on ne Oui, parle pas bah que oui. du foot, on parle de la vie en général, des enfants, des machins. Donc, on est vraiment complices. Et cette complicité, moi, c'est vraiment très, très fort. Karim Attab, aujourd'hui, c'est
c'est mon ami. Voilà. Et c'est quelqu'un que D'accord. j'apprécie. Voilà. Tu peux même pas Alors, c'est vrai t'imaginer. que j'essaye, en tout cas, mais c'est vrai que de vivre des choses comme ça avec, encore plus, a fortiori avec tes collègues, entre guillemets, c'est encore plus poignant, plus marquant que pouvoir concilier la vie professionnelle avec une vie, on va dire, affective, parce que c'est de l'affect. Euh, c'est pas donné à tout le monde, d'une. Et en plus de ça, après l'avoir vécu, on va dire, plus ou moins dans le sport, dans le foot, le vivre aujourd'hui de l'autre côté de la caméra, entre guillemets, euh, c'est une sorte de plongeon. Et forcément, j'imagine que ça ne rend que plus facile le travail que tu occupes aujourd'hui. Mais oui, parce qu'après, nous, on pose, enfin, je me sens pas supérieur aux autres, mais on essaie de poser des questions différentes des autres. Différentes. Moi, ce qui se passe, tu vois, par exemple, quand Payet s'était attrapé avec Thauvin, je m'en Ouais, fous, moi, de ça. Et j'en ai vu des dizaines d'altercations, les gens qui en sont ouais, venus au point, ils se tapent dessus dans le vestiaire, mais c'est la vie d'un vestiaire, ça, et ça ne changera jamais. Alors, c'est vrai qu'il y a certains médias qui rentrent là-dedans, qui en font des caisses, ils partiront pas en vacances ensemble, mais quand tu es dans une boîte, est-ce que tu penses que même si tu es 10 ou 15, est-ce que les 15, ils s'en vont en vacances ensemble? Tu as ouais. toujours des gens avec qui tu as des affinités. Moi, je vais te dire, le dernier club que j'ai eu, que j'étais, c'était à Rennes. Tu as déjà un truc qui est totalement différent, c'est l'âge. Je vais te donner un exemple. Il y avait Ousmane Dembélé, 17 ans, Johan Kourcuff, 33 ans. Déjà. Un, il joue à la play, et l'autre, il a les petits à la maison qui pleurent parce qu'il est papa. Machin. Mm. Déjà, ils n'ont pas les mêmes envies, les mêmes discours. Complémentarité, ah oui, Un, il a envie d'aller fumer la chicha, de manger au McDo, et l'autre, il rentre à la maison, faire la soupe pour le petit, donner le biberon. Donc, ils ne vont pas parler de la même. Mais c'est normal. bien sûr. Ça n'a rien à voir. Donc, et après là-dedans, tu as encore déjà des caractères différents. Tu ne vas pas Mm. confondre un Yohan Kourcuff et un Dembélé. Un, c'est un foufou et l'autre, c'est un calme. Tout ça, C'est Et ça. donc, les caractères, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Après, il ne faut pas oublier un truc important, moi je dis, c'est la communication. Quand tu as un vestiaire, comme nous avions, nous, cette année, des Japonais, des Croates, des Argentins, un Polonais, et on te parle de communication, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Tu as pas de possibilité de communication. C'est terrible ça. Et maintenant, tu as un entraîneur en plus argentin. Mm. Donc lui, il a besoin d'un traducteur. Tu vois, c'est terrible. Parce Ouais, que non, mais quand tu donnes quelque chose, une tonalité, moi, je vais te faire un reproche et je te mets la tonalité. Si c'est d'accord. fait par mon traducteur, il va pas te, même au joueur, il va pas mettre la même La même. tonalité parce que c'est pas possible. Le joueur, il va dire, mais comme tu me parles, ben je te parle, oui, mais c'est l'entraîneur. Oui, d'accord, mais toi, tu peux le dire autrement. Donc, ça n'a pas du tout la même incidence. Non, non, bien sûr. Pas Bien du sûr. tout. Donc, ça, il faut y faire attention. C'est pour ça que je me dis, arrêtez de mélanger des machines, c'est pas possible. On va où il y a trop de nationalités. Il n'y a pas de communication. Après, on te dit, ouais, mais ils ne communiquent pas. Mais comment tu veux qu'ils communiquent? Il n'y a personne qui parle. C'est vrai que, après, la seule chose que je pourrais dire, c'est bête, mais la seule chose que je pourrais analyser en disant que c'est peut-être pas mal ce qu'il avait fait, Jacques Henriero, qui voulait imposer que tout le monde apprenne le français. Je me dis, quand on est amené à travailler quelque part, c'est vrai qu'on doit, soit la majorité parle le même langage que vous, c'est-à-dire, bon, bah, si tout le monde parle anglais, pas de souci, hein, tout le monde arrive à se comprendre. Ok. Sinon, il faut parler le langage le plus courant du vestiaire, en l'occurrence. Donc là, c'est le français. C'est vrai que euh, c'est c'est aussi l'adaptation, c'est aussi de l'adaptabilité. Il faut aussi pouvoir se dire, bon, je veux pouvoir communiquer avec tout le monde. On peut voir, Hiroki Sakai, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, que je regrette même limite qu'il soit parti dans ces conditions-là. Mais au bout de 5 ans, il ne savait toujours pas parler vraiment français. Ouais. C'est problématique, malheureusement, on va dire. C'est trop dur. C'est pas pensable quand tu faisais une interview, mais c'est pas essayer de dire 3 mots de français. Mais Radonjic, c'est pareil.
Oui. Il ne sait pas parler le mot de français. Khalid Kakar, allez, un petit peu. Est-ce que tu penses que Milik, il sait parler français? Benedetto, est-ce qu'il parle français? Mais et je te dis, tu peux pas. À un moment donné, la mayonnaise, elle ne peut pas prendre. Et en plus, quand tu as l'entraîneur qu'il faut un traducteur, c'est. Non, moi, je trouve que ça, déjà, ce sont des erreurs à plus reproduire. Quand tu as des joueurs, on va prendre Benedetto, il faut arrêter de me raconter des conneries. Je pense qu'on avait Gaëtan Laborde, un Andy Delors, qui coûtait moins cher, qui était quand même capable de faire au moins aussi bien que Benedetto. Et on aurait économisé de l'argent. Donc on va chercher des gens, c'est pas parce qu'ils ont des tatouages qui sont forts. Il faut arrêter avec ça. Parce Non, que, mais ça, pardon, la non, grinta, le machin, on s'en fout de ça. À un moment donné, il faut qu'ils sachent jouer au ballon. bah, surtout que, bon, la Grinta, comme tu dis, ok, c'est vrai que c'est pas mal, on peut pas le reprocher de quelqu'un qui a la Grinta, au contraire, en Campos, on l'a vu, il l'avait, c'était pas mal. Mais toujours est-il qu'il joue au championnat de France, donc c'est plus une question aussi d'adaptation au niveau du championnat français. Et si, pour un montant étant au moins 15 millions, c'est quasiment, plus ou moins, c'est donné. Et, Attends, je vais boire un et coup, désolé. vas-y, vas-y, pas de souci. Ça Désolé. va? Non, non, ça va? Ouais, ça va, parce que j'avais le travers, dit. Oui, non, mais Voilà. oui, c'est la ferveur quand on parle qui. Ouais. Non, je disais donc c'est vrai que pour un joueur de se acheter à ce prix-là, de cet âge-là, on se dit c'est vrai que c'était un risque, un pari assez osé parce que même on peut même pas forcément facilement le revendre. Alors que comme tu disais, un Gaëtan Laborde ou même enfin, pas mal de numéro 9 on va dire, Boulaïdia à l'époque aussi, enfin, des joueurs du cru du championnat de France Ligue 1, on aurait pu aussi les mettre sur eux et se dire que le pari était moins risqué parce que potentiellement on peut le revendre. Là, c'est quand même Sûrement. plus. Là, Moi, on le parle petit de. de Toulouse, la ligue que tu vas prendre, c'est un Ouais, très bon joueur, ça. C'est un très bon joueur. Et tu ne vas pas le payer cher et tu as les capacités de le revendre dans 2 ans ou dans 3 ans. Et tu vas faire une bascule et tu vas gagner de l'argent. Si tu le fais 7 ou 8 fois, ton club, il grandit comme ça. Si chaque année, tu détruis financièrement, c'est pas possible. À un moment donné, l'actionnaire, il arrête de mettre de l'argent. Alors, il y a des c'est gens qui normal. disent, ouais, mais ce qu'on ne marque. Mais les gars, il a mis pratiquement 300 millions d'euros. En tout, ouais. Quand tu gagnes un loto, c'est 220 millions d'euros. Les gens, ils ne savent plus quoi en faire. Il en a mis 300, le mec. Non, mais Donc, on peut lui reprocher plein de choses à ma course. On peut lui reprocher sa gestion, les choix de personnes qui ne sont pas forcément les bonnes, etc., etc. Mais en tout cas, on ne peut pas lui reprocher d'avoir mis ce qu'il a dit qu'il allait mettre. oui, oui, Il a dépensé ce qu'il avait dit qu'il allait dépenser. Et c'est des sommes qui n'ont pas été dépensées, comme il a dit, depuis très longtemps à l'OM. Alors bon, tout à fait. malheureusement, on n'avait pas la bonne personne pour les dépenser. Après, ça c'est autre chose. Mais ma course, il a fait ça, il a fait ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Il ne faut pas lui reprocher au moins d'avoir tenu parole. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Très, très mal investi. Je n'oublie pas aussi la mauvaise gestion de Rudy Garcia, qui pour Ouais. moi est un monsieur qui pense qu'à lui. Souvent, j'ai vu dans ses réflexions, quand l'OM gagnait, c'était parce qu'il avait fait du bon boulot, mais quand ça perdait, c'était l'arbitre, c'était jamais sa faute. Jamais. Il s'est jamais remis en question. Et tu sais, la base de tout, c'est que toi, tu fais des lives. Mettons, tu en fais de plus en plus. Dans l'année, tu en as où tu t'es régalé et tu en as d'autres où tu vas dire, ouais, ce soir, je n'étais pas bien. Et nous, c'est Ouais. pareil à l'antenne, c'est pareil. Il y a des soirs où on est moins bon que d'autres. Mais tu peux le dire, Rudy, c'est pas grave. Tu dis, ce soir, je n'ai pas été inspiré, j'avais fait ce positionnement, ce système-là, le choix des joueurs, ça ne correspondait pas aux besoins de l'équipe. Je me suis trompé. Et alors? C'est grave, ça? Non, bah, après, voilà.
c'est vrai que on trouve quelqu'un qui, quand il a l'humilité de dire qu'il a fait des erreurs, qu'il a pas été bon, que euh, ça permet aussi déjà de protéger les joueurs, parce que souvent, quand on s'en prend à des joueurs, Oui, ses propres joueurs, on se met en porte-à-faux aussi les deux. Ensuite, on assume et ça permet que les gens, le public se disent bon, on a un entraîneur qui assume ses responsabilités, qui assume ce qu'il fait. Quand il fait une connerie, au moins il se cache pas, il se dérobe pas. Là, c'est vrai qu'avec lui, c'était quand même compliqué à ce niveau-là. Contrairement à d'autres coachs qui sont passés avant ou après, qui eux ont assumé pleinement les choses. Alors après, dans le vestiaire, c'est autre chose. Vous allez voir, taper sur la table selon les joueurs ce qu'ils ont fait, c'est normal. C'est mm, ce qui vous incombe. Toi, tu l'as connu justement avec Roland. Tu assumes tes choix, mauvais ou bons, et derrière, selon le choix que vous aviez fait, vous alliez voir les joueurs en question, et vous leur disiez ce qui n'allait pas, ou ce qu'ils auraient dû faire, ou s'ils n'ont pas écouté les consignes, des choses comme ça. Donc ça, après, c'est vrai que je pense que toi, tu as plus de recul par rapport justement à ce passage de Rudy Garcia au sein de l'Olympique de Marseille. il a été nul, franchement, il a été nul. Au niveau de son comportement, vraiment, les choix des joueurs, tu te rends compte ce qu'il a acheté. Je vais te donner Strootman. Strootman, ça va te coûter 105 millions d'euros sur 5 ans, avec les charges. 105 millions d'euros. Mais tu te rends compte? Ouais. Il faut arrêter d'acheter des noms. Si tu fais venir des joueurs qui tu achètes les noms, mais ils sont plus en capacité physique, c'est terrible. Là, quand on a fait venir Radonjic, oui, c'était un joueur, c'est pas mal, d'accord, mais ça vaut pas ce prix-là. Et quand Mm. tu sais le peu d'engagement qu'il a mis, moi, je vais te dire, j'ai des joueurs qui me disaient, mais lui, ils me l'ont dit, lui, il s'en bat les couilles. Voilà, Ouais. de tout, Radonjic. Et c'est un mec qui s'en fout complètement. Il est sur une autre planète, il est ailleurs, ce garçon. Et tu ne construis pas une équipe avec des joueurs comme ça. Non. C'est pas possible. Donc après, tu rajoutes en plus des étrangers et tu te dis, ouais, les temps d'adaptation, mais arrêtez-vous. On n'est pas en Sibérie ici quand même. Le mec, Ouais, c'est les ça. temps d'adaptation de quoi à Marseille? Tu as le soleil, tu as la mer. Allez, une semaine, 10 jours, 15 jours. Oui, voilà, tu as pris les marques de ton appartement et tout, mais il faut arrêter les conneries quand même. C'est vrai. Non, non, mais après, voilà, il y en a, on peut éventuellement se dire qu'il y a certaines cultures, peut-être, il leur faut un petit peu de temps. Mais ça ne dure pas une saison entière, déjà, J'ai l'acclimatation. jamais d'avis. On peut, ça peut se jouer en un mois, 2 mois, histoire de trouver d'avoir quelque chose qui nous permet de nous stabiliser et le vestiaire aidant, les personnes aidant autour, ça se fait. On a déjà vu, hein, je sais pas, moi je prends un garçon comme Sadio Mané qui est venu du Sénégal, qui est venu à Metz, qui a tout cassé, qui est parti à Liverpool et qui casse tout, par exemple. Donc je me dis, si des gamins comme ça ont réussi à le faire, je vois pas pourquoi d'autres peuvent pas le faire. Mais C'est une sûrement, mais question, en si fait. tu es maçon, hein, que tu viens construire une maison, que tu viens du nord ou construire une maison dans le sud ou inversement, le gars, il va pas te dire tu vas t'adapter pour me construire la maison. Tu fais ton boulot correctement. D'accord? C'est Alors ça. tu t'installes, tu vas à l'hôtel, tu trouves tes marques, ok, un jour ou deux, mais après tu bosses. Et bien là, c'est pareil. Et en plus, eux, ils ont quand même des gens qui sont là pour le mettre en place, pour trouver de l'école aux enfants, pour leur faciliter les choses, notamment pour leurs épouses, mener les gamins à l'école s'il faut. Ils sont dans un cocon, l'hôtel, machin. Bon, voilà, les gars, s'il vous plaît. Toi, tu as qu'à t'entraîner, alors tu t'adaptes un petit peu, ok, une semaine, 10 jours, 15 jours. Après, maintenant, il faut travailler. Hein. Voilà, c'est ça. Mais bon, après, justement, en parlant de travail, la saison prochaine se reprend donc sur match, pas comme enfin, comme c'était déjà le cas cette année, et c'est sur le même modèle de travail, c'est-à-dire sur les stades pour commenter les matchs avec Karim, ou il y a d'autres projets en perspective. Oui, je pense que déjà, on va continuer à faire ça. Et ça, c'est déjà quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot parce que la saison prochaine, il ne faut pas oublier qu'on va rajouter quand même l'Europa League qui se joue le jeudi. Donc, ça fait Vous quand allez la même beaucoup couvrir de alors? boulot. Pardon? Vous allez la couvrir l'Europa League aussi? Mais oui, oui, je pense que moi, je ne sais pas si je vais pouvoir faire couvrir tous les matchs en Europa League, mais déjà, quand tu fais les déplacements, que tu te fais 8 ou 9 heures de voiture, enfin, que je dis 8 ou 9 heures, c'est souvent 10 ou 12 allers-retours. C'est fatigant, c'est épuisant.
non, c'est vrai que si on pouvait continuer, et je pense que ça va continuer, bien entendu, parce que franchement, très honnêtement, on a énormément de retours, mais énormément. On a des gens qui nous appellent d'Australie, d'Argentine, de Nouméa. C'est impressionnant. Dans toute la France, n'en parlons pas. J'ai des gens de partout qui nous appellent, C'est mais beau, c'est beau. de- pardon? Je dis c'est beau, c'est vrai que c'est. Ah, c'est magnifique, magnifique quand tu attends des gens de Sibérie qui t'appellent, de Los Angeles. Là, l'autre fois, on avait comme invité Matt Pokora qui disait qu'il nous écoutait pendant les matchs. Bon, mais Matt, c'est quand même, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Ah, vous me faites vivre des moments, parce que lui, c'est vraiment un amoureux fou de l'Olympique de Marseille. Ouais, de l'OM. Et quand Ouais. Matt Pokora, il te dit qu'il écoute à Los Angeles avec ses copains et tout, dans les bars, les machins, c'est magnifique. C'est Ouais. vraiment, non, on est très, très fiers. Très, très fiers. Mais tu sais, le plus dur, c'est de constituer un duo. C'est vrai. Et nous, quand tu as mis comme ça, on s'en fout, celui qui a la parole, pas la parole, il n'y a personne qui regarde, on rigole, on se branche sans arrêt. Et comme on est dans la vie, on met le casque et on continue, on C'est est pareil. pareil. Et voilà, et ça, je pense que ça plaît beaucoup aux gens parce que Bien c'est sûr, de la oui. radio. Quand il faut parler ballon, boulot, les positionnements, le repli défensif, les distances de marquage, on est en capacité de le faire. Mais des fois, quand tu as le dernier match où excuse-moi l'expression, mais tu te fais chier pendant le match, il faut pouvoir C'est de vrai. temps en temps mettre une blague au Meubler. milieu parce que c'est long, hein. Faut meubler. Ouais. Faut Et oui, meubler, ouais. Après, c'est pas toujours. Bah, c'est vrai que l'OM cette année nous a pas permis de vivre. Faut me dire honnêtement, moi je suis un passionné de l'OM, mais l'OM nous a pas permis de vivre des moments aussi sensationnels qu'à l'époque de la nul. Ligue d'Europa ou des choses comme ça. Faut être cohérent, faut pas se cacher derrière son petit gant en disant bon, si, parce que c'est mon club, l'OM, c'est ceci, c'est cela. Non, on s'est trois quarts du temps fait chier. On n'avait pas un attaquant qui mettait le pied devant l'autre pour pouvoir en mettre une au fond. Ça a été galère et compliqué. Donc encore plus à fortiori quand tu commentais les matchs. Quoi dire? Quoi dire quand il n'y a rien à dire? Donc c'est vrai C'est que, dur. justement, bah voilà, mais rebondir et c'est bête à dire, mais rebondir sur le fait que les deux collègues s'entendent très bien, sont dans la vie comme à scène, ça permet justement d'avoir une interactivité qui fait que les personnes qui écoutent sont emportées par votre duo presque. Je ne veux pas dire que c'est un two-man show, mais ça a un petit air de ça, quoi. Ah oui, mais tu sais, quand tu lis des messages, certains messages, ils te font chaud au cœur. Il y a des gens qui ont dit aujourd'hui, vous êtes la voix de l'OM. Et il n'y en avait pas de voix de l'OM. Et ça, tu vois, il y a des mots forts. Ouais. Et c'est touchant. Tu te dis, mince, c'est parce que tu fais ça aussi pour toi, bien sûr, pour gagner ta vie, mais aussi essayer de donner surtout encore plus cette année du plaisir aux gens qui sont à la maison, qui ne peuvent pas aller au stade. Si tu commentes sans mettre un peu de piment, de pression, les gens, ça ne les amuse pas. Et voilà. Et nous, on est là pour leur faire vivre des moments, pour des fois un peu exagérer pendant les buts, de crier, de hurler. Karim, des fois, contre un G, tu gagnes le 3-2, on aurait dit qu'on avait gagné la Champions League. Et C'est vrai. avec, voilà, c'est Arcadus. Voilà, mais ça met de la joie. Mais heureusement, parce que des fois, tu te dis, oh les gars, waouh, Bah oui, non, mais c'est ça. c'est C'est terrible, hein. compliqué. Mais là, depuis tout à l'heure qu'on discute, il y a pas mal de commentaires qui vous rendent hommage. Et surtout toi, parce que je pense qu'il y a aussi le côté, voilà, voix de l'OM, c'est ce que tu disais, et il y en a beaucoup qui ressentent ça. Et depuis tout à l'heure, les messages qui passent nous le disent. Donc je pense que c'est bien aussi de te le dire, que beaucoup de personnes vous rendent hommage à toi et à Karim, avec une petite pensée émue pour toi, en disant que c'est vraiment la voix de Marseille aujourd'hui, Ah, c'est celle qui gentil, c'est fait gentil. Là, je pense que c'est pas moi qui le dis, c'est les spectateurs, c'est les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui. Donc, c'est tout à ton honneur de pouvoir justement te le dire et te rendre hommage par rapport à ça. Donc, Ouais, mais voilà. ça fait plaisir. Mais tu sais, moi, je suis même très gêné de cette ferveur. Je vais te donner un exemple. Je suis allé voir des copains jouer au boule et il y a mon copain, il vient, il me prend les photos. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, ben, je te prends en photo. Mais j'ai dit, mais tu es mon copain, hein. Je n'ai pas changé, c'est pas parce que je suis derrière un micro. Non, mais je te passe ma femme au téléphone. Mais moi, je suis gêné. Je suis toujours la même personne.
j'ai pas envie de faire ça, Ouais. tu vois. Et c'est pas du tout mon truc. L'autre jour, j'arrive, le gars, je lève le casque du scooter, il avait sa petite fille. Oh, c'est pas possible, je vous en prie. Mais j'ai dit, mais l'important, c'est la petite. J'ai pris la petite, j'ai embrassé. Mais le gars, il me dit, mon Dieu, mais c'est. Moi, je suis sans milieu de tout ça. Voilà. Oui, J'aime les gens. J'aime. Tu te rends compte de ce qu'on a vécu à Kim cette saison? oui, c'est ça. Franchement, c'est une saison et une année difficile. Tu vois, les Ouais. lives, franchement, je te jure, sans aucune prétention, j'ai entre 6 et 8 demandes par jour. Minimum. Merci, Minimum. merci d'avoir accepté la nôtre en tout Voilà. cas. Donc, on essaie de leur dire aux gens, bon, Karim, il m'a dit encore, tu le fais ce soir, mais j'essaie de faire plaisir le plus possible, mais je ne peux pas en faire tous les soirs parce qu'après, tu es répétitif, tu ne peux pas le faire tout le temps. Mais je me dis, si on me demande, c'est que vous avez envie, et si modestement, eh ben, je peux être un petit peu important avec vous, eh ben, ça me fait plaisir de partager un moment avec vous. Voilà, mais sans aucune prétention, bien loin de là. Non, mais c'est ce qu'on ressent aussi. On sait bien la simplicité qui t'anime et puis le côté vraiment près du peuple, je peux dire Ah ça oui, comme ça. humain, humain, Voilà, c'est la c'est vie, ça. ça. Donc, on le sait très bien que c'est pas une question voilà, de vouloir en imposer plus Non, ou non, gagner en notoriété ou choses comme ça. On sait très bien. je m'en Nous, fous. voilà, on sait très bien que c'est pas ce qui t'anime aujourd'hui. Et nous, on sent que c'est plus ce côté près du monde et vouloir donner cet amour entre guillemets que les gens t'ont apporté. Et aujourd'hui, justement, si je te dis que les gens disent ça de toi, c'est parce qu'ils le pensent et qu'ils le disent. Je vois pas pourquoi les gens mentiraient, tout comme toi, tu es sincère en disant les choses. Les gens sont sincères en disant que bah, tu fais partie oui, de la voix ou de l'image de l'Olympique de Marseille, mais de l'autre côté des médias. Mais merci, c'est touchant. Tu sais, quand j'ai fait la vidéo avec ma maman, on a fait ça dans la voiture, j'ai amené aux commissions sous la pluie. J'ai fait 72 ou 75 000 vues sur Twitter parce que nous, depuis petit, elle me mène au stade. Et là, j'ai eu un gars d'Australie qui m'a envoyé un message privé de voir votre maman, la Marseillaise, parler de l'Olympique de Marseille. Ça nous a donné du baume au cœur. Continuer. Mais nous, on est juste Marseillais voilà, de 5 générations. Hein, 5 générations de Marseille. Hein. Donc, c'est la vie. Moi, mon grand-père, il est parti à Turin. À l'époque, c'était tout un périple, un train pour voir l'OM. On a été élevés avec l'OM. Ma Ouais, sœur, voilà. on est tous OM, c'est comme ça, c'est dans notre ADN, c'est comme ça. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, de pouvoir partager ça, voilà, et en plus, avoir la chance parce que je connais quand même beaucoup, beaucoup de joueurs de l'Olympique de Marseille, et ça reste une passion, c'est vrai que j'ai cette chance-là, ça, je le reconnais. Eh bien, au contraire, il faut profiter d'allier passion et travail. C'est ce qu'il y a de plus Un de plus merveilleux, on va beau. dire. Ouais, ouais, Tant mieux. Et pourvu que ça dure, on croise les doigts et on vous ouais, souhaite le on touche du meilleur bois. pour voilà ça, de la faute. Je vais vous laisser le dernier mot. Si vous avez envie de transmettre un message bah, à nos spectateurs, à l'ensemble des Marseillais et des supporters marseillais à travers le monde, c'est le moment. Si vous avez un petit message à leur donner. Tu veux que ce soit moi qui laisse le message? C'est ça, Ben voilà, exactement. donc je vais déjà les remercier du fond du cœur, vraiment, pour nous avoir inondé de messages, de gentillesse, et qu'ils continuent à nous suivre parce qu'on a besoin d'eux, parce que sans eux, on n'est rien. Il ne faut pas l'oublier. Sans les auditeurs, eh ben, la radio, elle n'existe pas. Donc, c'est aujourd'hui, merci beaucoup. Et c'est pas le contraire, c'est pas eux qui nous doivent nous dire merci, c'est nous qui leur disons merci. Merci de votre fidélité. Merci de nous envoyer tout le temps des compliments, des gentillesses. Ça nous fait chaud au cœur. Chaque fois qu'on s'en va en voiture, on fait des vidéos. On arrive à faire 40, 50 000 vues parce qu'on partage des moments tous ensemble. Et ça, c'est ce qu'on a envie de vivre, de faire partager tous ensemble cette passion même parce que c'est le principal. Et ben nous, pareil, on vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite le meilleur et on souhaite le meilleur aussi à l'OM. Ça nous permettra de vivre des moments intenses à la radio, à vous écouter, vous égosiller sur les buts d'Arcadius Milik ou d'un autre. Et ben, on espère
revoir bientôt pour peut-être de bonnes nouvelles, de bonnes choses en tout cas à célébrer pour l'Olympique de Marseille. Et voilà, donc amicalement pour Maritima, on a mis le lien pour les gens qui voudraient écouter régulièrement nos confrères et collègues de Maritima. Et on vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup pour votre gentillesse et votre disponibilité sincère. Donc, Merci. je vous remercie. Merci tous et au revoir Jacques. Au revoir. Merci beaucoup.